Et notre invité politique ce matin, c'est Sébastien Chenu. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Député du Nord, vice-président du Rassemblement national et vice-président de l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Bonjour. Sébastien Chenu, on va commencer en parlant de l'Ukraine, puisqu'Emmanuel Macron réunissait hier une trentaine de chefs d'État et de gouvernement en soutien à l'Ukraine, 2 ans après le début de l'attaque russe. Il appelle les alliés à un sursaut, Emmanuel Macron, et il a dit ne pas exclure l'envoi de troupes occidentales à l'avenir. Qu'en dites-vous ? J'ai un sentiment qui est celui d'une certaine... Quand j'écoute Emmanuel Macron, j'ai le sentiment qu'il y a une désinvolture inquiétante dans les propos d'Emmanuel Macron. Si on l'écoute, on peut imaginer qu'il nous dit tout simplement, en mode un peu accéléré, préparez-vous à envoyer à un moment ou à un autre des troupes françaises dans un conflit qui, de fait, dégénérerait en une guerre mondiale, car il faut dire les mots. Alors après, il y a plusieurs lectures des propos d'Emmanuel Macron. Est-ce que la sécurité de l'Union européenne, par exemple, ne peut reposer que sur les États-Unis ? Est-ce que derrière ça, il n'y a pas cette question-là ? Et est-ce que c'est pas aussi un message envoyé aux États-Unis ? Est-ce que... Mais pour vous, il faut l'exclure ? Il faut l'exclure d'envoyer des troupes ? Il faut l'exclure complètement d'envoyer des troupes occidentales ? Ah ben moi je pense qu'il ne faut pas monter les marches d'un conflit mondial. Je pense que c'est même l'opposé qu'il faut faire. Si vous voulez, on voit bien, l'Ukraine, militairement, pour gagner, ne peut le faire qu'en s'appuyant sur l'OTAN. L'Ukraine seule ne peut pas gagner, donc elle a besoin de l'OTAN. Mais l'OTAN, ça veut dire la France par définition, et envoyer des troupes. Or, je pense que entrer en guerre, face à un pays d'ailleurs qui a l'arme atomique, nous entraînerait dans une escalade dont nous ne connaissons pas aujourd'hui la fin. Et il faudra dire aux Français que nous allons donc envoyer des jeunes gens de nos villes et de nos campagnes pour aller mourir en Ukraine, alors même que toutes les solutions diplomatiques n'ont pas été loin de là. Je crois aujourd'hui... Alors, il dit à l'avenir, il ne dit pas qu'on va envoyer des troupes demain. Non, bien sûr. Il dit qu'il ne faut rien exclure à l'avenir. Oui, d'accord, mais enfin... Il n'y a pas de consensus sur ce sujet aujourd'hui. Ouais, enfin, je me méfie des propos d'Emmanuel Macron. Je vous disais, je trouve qu'il y a une sorte de désinvolture inquiétante. D'abord, tout ça passe par un débat et une autorisation du Parlement. Je pense que là aussi, c'est le minimum lorsqu'on imagine pouvoir envoyer à un moment ou à un autre des troupes. Vous demandez un débat rapidement au Parlement là-dessus, oui, sur l'aide à l'Ukraine, sur la... Je pense qu'il est nécessaire de savoir où on va. Si vous voulez, toutes les crises de ce type, tous les conflits armés de ce type se terminent à un moment ou à un autre par une négociation avec les uns et les autres qui finissent par se retrouver autour d'une table. C'est comme ça que se terminent les conflits armés. Ça veut dire qu'il faut discuter avec Vladimir Poutine pour vous ? Il faut discuter avec la Russie. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine. Demain, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Mais bien sûr, il faut discuter avec la Russie, puisque la Russie est un des acteurs principaux. Mais discuter avec la Russie pour la faire reculer. Mais on n'a pas tout tenté. Et moi, je vois que... Enfin, Qu'est-ce qu'on n'a pas tenté ? J'aimerais que la France prenne, par exemple, l'initiative d'une grande conférence mondiale pour la paix et qu'elle ne se laisse pas, finalement, piquer son pouvoir diplomatique, sa parole sur la scène internationale par l'Union européenne. Voyez-vous, je trouve que avec l'Ukrainien et Russe, juste pour qu'on comprenne bien, dans cette pas seulement. Je pense qu'il y a d'autres pays qui peuvent intervenir et qui peuvent être facteurs de stabilité. Je pense qu'il y a des grands pays. Je pense par exemple à l'Inde. Moi, je suis allé en Inde l'an passé. L'Inde est une grande puissance qui parle à tout le monde, d'ailleurs, parle aux Russes, parle à la France, entretient des bons rapports avec chacun. Et l'Inde, si elle le souhaitait, et si on lui demandait, car aujourd'hui ce n'est pas son souhait d'ailleurs, pour être probablement un partenaire de stabilisation et en tous les cas de dialogue sur ce conflit. Mais si les choix qu'on a devant nous, ce sont ceux d'aller vers un conflit armé plus important qui entraînerait des forces militaires françaises, moi je dis attention, il faut avoir conscience de ce que nous faisons. Et parfois j'ai l'impression que le président de la République sort des phrases à la fois pour provoquer... Il y a de l'inconscience. Vous parlez de désinvolture. Il y a une désinvolture. Moi, j'ai trouvé que c'était très désinvolte d'aller faire peur aux Français. Parce que derrière ça, c'est aussi ça. Derrière, c'est faire peur aux Français, d'aller inquiéter nos compatriotes, alors qu'ils devraient plutôt les rassurer. C'est un président qui désunit alors qu'il devrait unir. C'est maintenant un président qui inquiète alors qu'il devrait rassurer. Faire peur, inquiéter, est-ce que ça n'a pas aussi pour objet de permettre aux Français et aux Françaises de prendre conscience que nous sommes déjà dans un état de guerre avec la Russie ? Beaucoup parlent des guerres hybrides, notamment de guerre hybride de l'information.
d'information avec les Russes. Enfin, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Alors pas militairement, mais les mots ont du Russes, sens. Et d'ailleurs, sauf que les Russes en fait agissent aussi sur notre sol pour déstabiliser les démocraties européennes. Oui, mais ça, je veux dire, il y a beaucoup de puissances qui agissent sur le sol des autres pour essayer de les déstabiliser. Pas forcément, elles ne font pas forcément toutes à la même échelle et pas forcément toutes avec les mêmes moyens. Des interventions à certains moments dans les élections de puissances étrangères qui cherchent aussi. Donc ça vous inquiète pas. Donc non, mais ça c'est probablement inquiétant. Non, c'est pas normal et c'est pas neutre. Mais est-ce que ça veut dire que derrière, on doit aller vers un conflit armé qui entraînerait des forces militaires françaises? Je ne le crois pas. Il faut tout tenter. Maintenant, la question du désengagement des États-Unis, probablement dans le conflit, qui peut être, parce que c'est une période électorale aux États-Unis, est peut-être un élément du débat, probablement pose question, inquiète. Et est-ce que l'Union européenne, est-ce que la France peuvent pallier un désengagement des États-Unis? Sincèrement, je ne crois pas. Et puis, il y a la question des sanctions. Permettez-moi, il faut quand même en parler. Quand on voit... Moi, je me rappelle de Bruno Le Maire qui disait « Nous allons écrouler l'économie russe ». Enfin, l'économie russe se porte mieux aujourd'hui qu'hier. Donc, si vous voulez, on a des sanctions qui ont impacté les Français très durement, que ce soit sur l'électricité, que ce soit sur l'agriculture, je suis persuadé qu'on en parlera. On va en parler. Une dernière question sur l'Ukraine. Et qui n'ont pas trouvé leurs effets vis-à-vis de la Russie. Donc il y a aussi des questions à se poser de ce côté-là. Juste une précision, vous avez vous-même évoqué l'attitude des États-Unis, les élections à venir. Est-ce que vous soutenez, ou est-ce que le Rassemblement national soutient toujours le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? Non, parce que c'est aux Américains de choisir leur président. Moi, je vais vous dire, je suis assez consterné par le président Biden et ce qu'il renvoie comme image des États-Unis, ses errements, ses difficultés à quand même avoir une lucidité permanente sur les choses du monde. Et ça ne me transforme pas pour autant en fan de Donald Trump. Donc vous voyez, entre ces deux candidats... Non mais là, a priori, ce sera soit l'un soit l'autre. Pour lequel a votre préférence? Mais je n'ai aucune préférence, car ce sont les Américains qui décident. Mais surtout, je sais que ce sont deux candidats qui, en revanche, défendront les intérêts des États-Unis, uniquement des États-Unis. Ils travailleront à défendre les intérêts de leur pays. On ne peut pas leur en faire le procès, c'est même leur boulot. Et moi, j'aimerais avoir un président de la République qui défende les intérêts des Français. Et je comprends que les Américains puissent se passionner, ou pas d'ailleurs, pour cette élection présidentielle, mais ce qu'il faut être sûr, c'est que les deux ne viendront pas défendre les intérêts ni de la France, ni de l'Europe. Ils défendent les intérêts des États-Unis. Sinon, on pouvait de temps en temps avoir un président de la République qui défend les intérêts de la France, on s'en sortirait bien. On va parler du salon de l'agriculture, puisque Jordan Bardella, votre président, y était pendant 2 jours, dimanche et lundi. Ce matin, c'est Gabriel Attal qui y est toute la journée même. Gabriel Attal qui, ce matin, sur RTL, accuse Marine Le Pen et Jordan Bardella d'être les passagers clandestins de la crise agricole. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Est-ce que le Premier ministre peut faire autre chose que polémiquer? Est-ce qu'on peut un moment parler de la situation des agriculteurs? Alors je vois bien que le Premier ministre arrive au salon de l'agriculture une fois qu'il est fermé ou avant qu'il n'ouvre. C'est plus simple pour là, éviter il va passer la journée. Enfin, ce matin, il est arrivé avant l'ouverture, comme ça, ça évitait des comités d'accueil. Avant-hier, il est arrivé, le salon était déjà fermé. Ça permettait d'éviter aussi... Emmanuel Macron, il est arrivé aussi avant l'ouverture. Ça n'a pas évité le comité d'accueil. Il a mis 5 heures à pouvoir ouvrir un salon de l'agriculteur parce qu'il est facteur de division, je le disais, et qu'il est celui qui, je crois, symbolise le mieux le lâchage. Et Gabriel Attal, aujourd'hui, ça passera mieux pour vous? C'est une question de style, probablement aussi. Emmanuel Macron est vu comme un président arrogant, méprisant, dont la parole publique est extrêmement démonétisée. Plus personne ne croit dans les promesses d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal a peut-être encore quelques heures de fraîcheur devant lui, quelques-uns peuvent lui donner... Mais qu'est-ce que vous répondez à ce qu'il dit? Passagers clandestins de la crise, et il dit, le RN, ils sont là, ils attendent que la crise s'éveille et ils viennent butiner dessus et expliquer qu'ils auraient toutes les solutions. Je vous le dis, moi, ces polémiques me passent au-dessus, mais alors à un niveau, je trouve que c'est pas du niveau du Premier ministre que d'essayer d'alimenter et d'utiliser le salon de l'agriculture pour mener une campagne européenne, parce que c'est ça derrière. En fait, sur le dos des agriculteurs et du salon de l'agriculture, on a vu un Premier ministre aujourd'hui et un président de la République le week-end dernier entretenir des polémiques avec ceux qui Il dit la même chose de vous. Il dit qu'il ne faut pas faire un cirque médiatique, un cirque politique au salon de l'agriculture. On est toujours venu au salon de l'agriculture. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que Gabriel Attal soit venu beaucoup de fois dans sa vie au salon de l'agriculture. Lorsqu'il était parlementaire, je ne suis pas sûr qu'il ait mis un orteil au salon de l'agriculture. Donc qu'il découvre d'abord ce qu'est le salon de l'agriculture, les problématiques des agriculteurs. Elles sont nombreuses. Et puis surtout, qu'il fasse peut-être preuve aussi d'un peu moins
de sectarisme. Vous savez, nous, on a contribué, on a participé dans nos fonctions de parlementaires au débat à la fois sur Egalim, mais ensuite au débat sur le budget agricole, etc. On a fait des propositions. On peut parler des prix planchers parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais le gouvernement à l'époque, et c'était déjà Marc Fesneau, nous a quand même traité de tous les noms lorsqu'on osait avancer sur ces propositions de prix plancher. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, qu'ils reprennent des propositions du Rassemblement national en partie, ou qu'ils ouvrent la porte sur les éléments, c'est beaucoup de temps perdu. Ils ont fait perdre beaucoup de temps et aussi probablement beaucoup d'argent aux agriculteurs français. Vous pouvez préciser la position du parti sur les prix planchers? Parce qu'il y a eu une espèce de rétropédalage dans les déclarations de Jordan Bardella sur le sujet. On ne comprend plus très bien. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Si, on comprend. D'abord, nous, on veut des nouvelles règles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aborder la question des prix planchers sans vous dire qu'il faut sortir l'agriculture des accords internationaux. On l'a fait d'ailleurs sur la culture. Donc on peut sortir l'agriculture des accords internationaux. Une fois qu'on a posé ça, on sort l'agriculture, on considère qu'en dehors des vins et spiritueux, par exemple, que l'agriculture n'est pas un produit de négociation internationale. Donc il n'y a plus d'accords de libre-échange. On a des accords de libre-échange, si, sur beaucoup de choses, sur l'industrie. Non, mais sur l'agriculture. Mais sur l'agriculture, en tout cas, le côté agroalimentaire, en dehors des vins et spiritueux, on les sort. Mais ça veut dire qu'en dehors des vins et spiritueux, il n'y a plus d'exportation de nos produits? Mais si, on peut exporter parce qu'on a des accords sectoriels, évidemment. On entretient et on entreprend des acteurs sectoriels. Mais ça nous permet... Mais juste, on importe, mais on n'importe pas de produits. À importer et à exporter. C'est juste qu'on sort des traités de libre-échange, mais on fait l'import-export comme avant. Qui nous lie tel que nous le connaissons. On l'a déjà fait dans le passé, d'ailleurs. Vous êtes sûr que nos partenaires commerciaux accepteront ça, en fait? Bien sûr. Qu'on exporte, ou qu'on ait des règles de libre-échange que dans les secteurs qui nous arrangent? Mais parce qu'ils ont des intérêts aussi. Parce qu'ils y ont aussi des intérêts. Mais on modifie les règles. Or, modifier les règles, et c'est là où on arrive au prix plancher, d'ailleurs, c'est sincèrement, on prend Egalim 1, et on l'applique, déjà, on a fait un bon bout du chemin. Parce que dans Egalim 1, la loi qui permet les négociations de prix, vous avez la négociation qui repose sur les coûts de production. Donc la première des choses, c'est appliquer, j'allais dire, Egalim 1. Moi, j'ai été frappé, ce que nous ont dit beaucoup d'agriculteurs hier, avant de partir dans des schémas dont on ne maîtrise peut-être pas bien, comme l'a rappelé le président de la République, un Egalim européen, on ne voit pas bien ce que ça peut être. Déjà, appliquons l'Egalim français. Moi, je suis pas pour un Egalim européen. Je reviens sur les prix planchers. Pourquoi vous n'êtes pas pour un Egalim européen? Mais parce que c'est quoi? Ça veut dire, c'est comme le SMIC européen, c'est-à-dire qu'on harmonise au plus bas, c'est le prix du poulet polonais. C'est aussi pour éviter que certaines entreprises aillent négocier en dehors des frontières françaises et n'appliquent pas Egalim. C'est pas une bonne chose? Non, un Egalim européen, ça vous amène à négocier avec le plus petit dénominateur commun. Nous considérons qu'il faut que les coûts de production soient évidemment pris en compte, et je pense que là-dessus, il peut y avoir un consensus. Et ça marche bien, évidemment, pour un marché intérieur européen. Tout le monde s'accorde sur un prix plancher, en dessous duquel on ne peut pas vendre. Ça marche bien. Après, il y a l'extérieur. Et évidemment, sur ça, il faut jouer sur plusieurs leviers. Évidemment, des droits de douane, évidemment, des contraintes. Parce que beaucoup d'agriculteurs nous ont dit, nous, si vous nous redonnez un peu d'oxygène, un peu de liberté par rapport aux contraintes économiques, sociales, environnementales, les clauses miroirs, les fameux clauses miroirs, on s'en sort pour lutter contre la concurrence internationale. Donc vous voyez, les prix planchers secs, comme ça, c'est compliqué et c'est peut-être que ça n'atteint peut-être pas leur but. Or, les prix planchers accompagnés de clauses miroirs, c'est ce que nous défendons, et bien là, on arrive effectivement à faire face à une concurrence internationale. Stéphane ? Sur la réforme de la PAC. Et le partage de la marge, parce que j'allais l'oublier. Mais là aussi, transparence des marges de l'agro-industrie, c'est nécessaire, mais partage de la marge. Et je rappelle que les députés du Rassemblement national avaient fait des propositions de partage de la marge. Mais concrètement, ça veut dire quoi, partage de la marge? Ça veut dire que là où est identifié, et c'est un peu ce qui sera d'ailleurs le fil rouge de notre commission d'enquête. On a activé une commission d'enquête sur la souveraineté alimentaire à l'Assemblée nationale. Eh bien, c'est identifier qui, grosso modo, gagne beaucoup. Et on a vu qu'il y avait de l'industrie agroalimentaire qui avait beaucoup gagné avec cette crise agricole, mais au-delà même de la crise. Et comment on répartit mieux ces gains et comment on leur demande de contribuer davantage pour moderniser l'outil agricole, pour accompagner les agriculteurs. Ça vous demande aux entreprises de reverser une partie de leurs bénéfices aux agriculteurs. De leur marge aux agriculteurs. Stéphane, un dernier mot là-dessus.
Oui, juste une précision sur la politique agricole commune. Quelle sera votre position et avec qui vous allez pouvoir faire levier au Parlement européen pour la réformer, pour la modifier? D'abord, on va voir qui les Français et puis les Européens envoient siéger au Parlement européen. C'est vrai que c'est pas pareil s'ils envoient des partisans de la décroissance, les amis de Mme von der Leyen, que sont finalement les macronistes, que sont finalement les socialistes, M. Glucksmann, que sont finalement les républicains, qui sont les partenaires de Mme von der Leyen, qui vient de leur rang. Donc oui, mais Mme von der Leyen... Elle dit qu'il ne la soutiendrait pas, donc... Oui, enfin, mais leur groupe va faire quoi? Parce que Mme von der Leyen, le discours qu'elle tient, c'est un discours de décroissance, baisse de la production agricole, baisse des surfaces cultivables. Toutes les initiatives qui ont été prises par la Commission, sous la houlette de Mme von der Leyen, sont des initiatives qui visent à la décroissance. Donc, on va voir quelle est la majorité, et c'est sûr que... Mais certes, alors, en France, le Rassemblement national est promis à un bon score. Vous aurez un contingent important d'eurodéputés français qui partiront au Parlement. Est-ce que vous allez continuer à siéger? Est-ce que ces eurodéputés vont continuer à siéger dans le groupe ID, Identité et Démocratie, qui est un groupe avec lequel personne ne veut travailler, ne veut s'associer, du fait de la présence de membres, d'éléments d'extrême droite. Mais ça, c'était hier. Tout va être redessiné. Est-ce que vos députés vont changer de groupe ou pas? Non, mais tout va être redessiné parce que nos députés... Que les relations avec l'AfD allemand, par exemple, sont aujourd'hui complètement... On a parlé d'un déjeuner la semaine dernière entre Marine Le Pen... pour exprimer des désaccords. Mais des désaccords... Tous les groupes en ont. On vient de citer le PPE, les Républicains. Les Républicains français veulent plus voter pour Mme von der Leyen, mais les autres veulent voter pour elle. La présidente du Parlement européen, qui a été élue par des socialistes, des macronistes et des Républicains, elle est contre l'avortement. Est-ce que ça veut dire que les socialistes et les Républicains et les macronistes français sont contre l'avortement? Je ne le crois pas. Donc vous voyez, les subtilités européennes, à partir du moment où on entre dans des questions de politique intérieure, sont différentes. Maintenant, je pense qu'on ne cherche pas des clones, on ne cherche pas des partenaires qui soient des clones, on cherche des partenaires qui, comme nous, demandent que l'Union européenne nous rende de la souveraineté, qui luttent contre la submersion migratoire. Et à partir de là, on a un socle qui permet des partenariats. Ce que proposent certains de nos partenaires dans leur pays, nous avons des désaccords manifestes. Moi, je ne suis pas d'accord avec la remigration de l'AfD. Marine Le Pen n'est pas d'accord avec ça. Mais on ne cherche pas, encore une fois, des clones. Et dans tous les groupes, vous avez des gens qui ont des propositions politiques intérieures qui sont différentes les unes des autres. Un mot, est-ce que l'agriculture sera au cœur de la campagne des Européennes du Rassemblement national? Est-ce qu'il y aura des agriculteurs en position éligible sur votre liste? C'est à Jordan Bardella de vous Vous êtes vice-président du parti, on imagine que vous savez un peu comment va être composée la liste. En tous les cas, l'agriculture... Il y en aura ou pas? En tous les cas, l'agriculture, sa thématique et des gens qui connaissent bien le sujet seront évidemment un des pans importants. Mais de pas notre forcément campagne. Des agriculteurs en position éligible. Je ne veux pas vous révéler quoi que ce soit, mais on a toujours eu sur nos listes des gens du monde de la ruralité, parce qu'au-delà même d'ailleurs de l'agriculture, derrière c'est le monde de la ruralité. Les gens comprennent bien qu'une agriculture dépecée dans notre pays, c'est demain la ruralité encore plus abîmée. Vous présenterez l'ensemble de votre liste dimanche prochain. Le Rassemblement national lance... Vous lancez officiellement votre campagne dimanche prochain à Marseille. Vous lancez votre campagne sans avoir la liste? Alors, les élections européennes, c'est le 9 juin. On fait notre premier meeting. Vous avez vu que Jordan Bardella, première tête de liste affichée, Madame Hayé, je crois, la tête de liste de Renaissance que personne ne connaît, mais qu'on va découvrir. C'est pas encore officiel. N'est même pas encore officialisée. C'est la dernière. Candidate probablement un peu par défaut, parce qu'ils n'ont trouvé personne. Donc il y avait de la lumière. Madame Hayé s'est proposée. Elle était là, elle était sortante, elle a envie de continuer. Elle est déjà députée européenne. Hein. Oui, c'est ça. Elle était sortante, elle a envie de continuer. Personne d'autre n'avait l'envie, ils avaient du mal à trouver. Donc, si vous voulez, nous, on a déjà pris un peu d'avance. On a, je crois, présenté, on a présenté notre troisième de liste, Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex, ce qui permet aussi, parce que l'agriculture est un des pans importants des thématiques de campagne, mais l'immigration en sera un autre. Donc, voilà, nous serons capables de présenter... Mais quel intérêt de faire un meeting si tôt? C'est pour devancer la majorité présidentielle qui, elle, lance sa campagne le week-end d'après? Non, mais nous, on est prêts. Nous, on est prêts. On a une tête de liste, on a un programme, on a des candidats et on prend cette élection. Vous les présenterez au fur et à mesure, c'est ça? Probablement. Parce que là, 3 sur... oui, d'accord, mais enfin, on est les seuls... Je me souviens plus, 82, 83 au total cette année. Mais on est les seuls à présenter nos candidats. Alors, je veux bien que tout le monde attende ça avec beaucoup d'impatience, mais enfin, on n'est pas en retard. Essayez déjà de vous faire confirmer que Mme Hayé est bien la tête de liste de Renaissance et on pourra considérer que tout le monde est sur le ring. Et juste, vous attendez, quelles sont vos espérances par rapport à ce scrutin, en termes de pourcentage, de nombre de députés? Mieux que la dernière fois.
si possible... La dernière fois, vous étiez arrivé en tête avec 23%, c'est ça si possible, être au-delà de ce score, être en tête et marquer le plus fort différentiel avec les seconds qui pourraient être les macronistes. Mais vous savez, c'est pas sûr pour vous. Une élection n'est jamais faite à l'avance. Ni pour vous, du coup. Ni pour nous, une élection n'est jamais faite à l'avance. Le 9 juin. Raison pour laquelle nous partons en campagne tôt, parce que nous considérons qu'il faut aller, nous prenons cette campagne au sérieux, il faut convaincre les Français, leur expliquer nos positions et leur dire aussi, vous avez la possibilité d'envoyer un signal politique, le seul d'ailleurs, en politique nationale, avant l'élection présidentielle. Saisissez-vous du bulletin de Jordan Bardella le 9 juin pour dire aussi à Emmanuel Macron ce que vous pensez de la politique qu'il mène pour notre pays. C'est un scrutin national par essence, tous les Français sont appelés aux urnes. C'est un scrutin européen, est-ce que là vous ne détournez pas un peu de son enjeu principal? L'élection européenne, c'est aussi un scrutin national, tous les Français sont appelés à voter le même jour sur les mêmes enjeux, avec la même liste. Mais pour élire un Parlement européen. Pour élire un Parlement européen, mais puisqu'on nous dit matin, midi et soir que les 3/4 de la politique française dépendent de ce qui se passe au Parlement européen, alors allons dire à Emmanuel Macron la façon dont nous souhaitons que la politique qui est menée au Parlement européen soit orientée. Quelques questions d'actualité. Ça évitera peut-être un permis tracteur pour les agriculteurs, voyez-vous, parce que ça aussi, dans les dingueries proposées par la gauche et soutenues par la Macronie, on a maintenant un permis tracteur pour les agriculteurs qui est en train d'être concocté. Ça vaut le coup d'avoir des députés pour s'y opposer. Quelques questions d'actualité pour terminer. Gérald Darmanin a annoncé hier qu'il voulait créer un statut de l'imam en France. Il a raison? Non, ça Pourquoi fait... vous savez, ça me rappelle les années Sarkozy. Alors, on sait que Gérald Darmanin fantasme beaucoup sur l'idée d'être une sorte de nouveau Sarkozy. Il a beaucoup piqué dans sa communication. Ça fait 30 ans... Non, mais là, il dit qu'il faut des cadres religieux, mieux formés, mieux encadrés. C'est pas une bonne chose? Ça fait 30 ans que j'entends ça. Oui, mais ça fait 30 ans que vous l'entendez, que c'est une mauvaise chose. Je suis attaché à la laïcité et je considère que c'est pas à l'État d'aller se mêler de ça. Je pense que les différentes obédiences religieuses issues de l'islam doivent s'organiser de leur côté. Ce n'est pas à l'État d'aller mettre le doigt là-dedans. Et toutes les fois où il l'a fait, ça s'est mal terminé. Il dit qu'il faut lutter contre l'idée que l'islam est une religion d'étrangers pour les étrangers, financée par les étrangers. Vous partagez pas ce combat? Il faut lutter contre l'islamisme. Voilà, il faut lutter contre l'islamisme. Mais là, c'est autre chose. Non, mais l'islam, c'est une religion que pratiquent un certain nombre de compatriotes. À partir du moment où cette religion est pratiquée... C'est une religion française comme les autres, comme l'a dit hier le ministre de l'Intérieur? Oui, écoutez, si les Mahorais, beaucoup de nos compatriotes Mahorais sont musulmans, les Harkis sont dans leur grande majorité musulmans. Donc le problème, c'est pas l'islam, c'est l'islamisme. Or, tant qu'on ne définit pas ce qu'est l'islamisme, on ne peut pas le combattre. J'invite chacun à lire d'ailleurs l'ouvrage de l'anthropologue Florence Bergeau-Blaclair, qui explique très bien ce qu'est le frérisme et l'islamisme dans notre pays. J'aimerais que Gérald Darmanin prenne ça au sérieux de temps en temps. Hier sur France 2, Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation, annonçait que le gouvernement réfléchissait à une prise en charge des élèves radicalisés dans des classes spécifiques afin d'avoir un suivi encore plus fin. Ces élèves seraient au nombre de 500. L'objectif, c'est la déradicalisation. Vous soutiendriez ça ? Je suis pas fan de ce genre de propos. D'abord, j'aimerais que le gouvernement se mette à jour des engagements qu'il a pris devant les parents d'élèves. Voyez-vous, je sors d'un cycle où il a fallu, comme beaucoup de députés, négocier avec les inspecteurs d'académie la carte scolaire et les fermetures de classes. Je pense aux communes de ma circonscription, à Olchin, à Lourches, à Abscon, qui voient des classes fermées. Dans d'autres, à Try-Saint-Léger, à Main, j'ai pu me battre, j'ai pu être entendu, mais il y a encore du boulot. Et il y a des gens... des élèves, des familles qui vont voir leur classe fermée. J'aimerais que Mme Belloubet s'occupe déjà de ça. Maintenant, sur la déradicalisation, c'est sûr que c'est pas les méthodes qui ont été entreprises dernièrement. Il y avait caresser je sais plus, un animal, écouter de la musique, etc., qui peuvent avoir des effets probants. Et j'aimerais que les méthodes qui soient consacrées à ça soient protectrices des Français. Une dernière question, Stéphane ? Un mot sur le dîner qui s'est tenu hier entre Gérald Darmanin et les élus corses. Apparemment, il y a un début un chemin vers une écriture constitutionnelle qui permettrait d'aller vers une autonomie renforcée de la Corse. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça, vous êtes pour ou... Non, mais que la Corse ait un statut spécifique, c'est déjà le cas d'ailleurs, mais on puisse aller plus loin, c'est-à-dire prendre en compte la spécificité qu'a la Corse, son insularité qui amène des difficultés économiques supplémentaires. Par exemple,
très bien. Qu'il y ait la reconnaissance d'un peuple corse, or dans le texte porté par les autonomistes, par M. Simeoni, on est quand même au début d'une espèce de reconnaissance d'un peuple corse, d'un bilinguisme, etc. Ça me heurte. Ce sont les lignes Donc rouges à ne pas franchir. Donc vous ne voulez pas inscrire l'autonomie dans la Constitution? Non, parce que je pense que la Corse est pleinement française, que les Corses sont attachés à la France, qu'ils ont une spécificité. On peut enseigner la langue corse et même probablement la développer sans aller vers le bilinguisme. On peut reconnaître ces spécificités sans aller vers la notion de peuple corse, c'est-à-dire sans démanteler ce qui fait la République. La Corse est dans la République, elle doit y demeurer. Mais il y aura un référendum qui va être organisé, en tout cas c'est ce qui est prévu. Si les Corses votent pour, qu'est-ce que vous ferez? Non mais moi je prends toujours acte des décisions populaires, mais par exemple quand je vois que le pouvoir normatif pourrait avancer et qu'il pourrait se rapprocher du pouvoir législatif, de la capacité pour la Corse à avoir un pouvoir législatif, je dis attention, il y a des lignes rouges à ne pas franchir, des lignes blanches en l'occurrence. Merci Sébastien Chenu, merci d'avoir été notre invité. La une de Ouest France, transport, sécurité, où en est-on à 5 mois des JO? C'est à la une de votre journal, Stéphane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine, Stéphane, on passe au Club de Territoire.